D'abord, c'est le troisième gouvernement du premier mandat du chef de l'État. Le premier gouvernement, c'est d'Alain Guillaume Bunyoni. Le deuxième, c'est de Gervais Ndirakobucha. Le troisième, c'est de Nahontuye Nestor. Mais pour nous, les deux premiers, vraiment, n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants par rapport au relèvement des défis qui hantent le peuple burundais. Donc les résultats sont extrêmement mitigés pour ne pas dire vraiment échec. Donc ce troisième gouvernement de Nahontuye Nestor n'a pas droit à l'échec. Sinon, si les choses ne changent pas, c'est le premier mandat du président qui est mis en jeu. Ça veut dire qu'en conclusion, ce mandat aura échoué. Ça veut dire que le président devra tirer sa révérence. Donc, comme vous le savez, les membres du nouveau gouvernement viennent de prêter serment devant le président de la République. Parsem alors a voulu s'exprimer par rapport à la nouvelle équipe gouvernementale, le contexte de sa mise sur pied. D'abord, au niveau du contexte, le message nous l'adressons directement aux plus hautes autorités, à l'occurrence le président de la République. D'abord, c'est le troisième gouvernement du premier mandat du chef de l'État. Le premier gouvernement, c'est d'Alain Guillaume Bunyoni. Le deuxième, c'est de Gervais Ndirakobucha. Le troisième, c'est de Nahontuye Nestor. Mais pour nous, les deux premiers, vraiment, n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants par rapport au relèvement des défis qui hantent le peuple burundais. Donc les résultats sont extrêmement mitigés pour ne pas dire vraiment échec. Donc ce troisième gouvernement de Nahontuye Nestor n'a pas droit à l'échec. Sinon, si les choses ne changent pas, c'est le premier mandat du président qui est mis en jeu. Ça veut dire qu'en conclusion, ce mandat aura échoué. Ça veut dire que le président devra tirer sa révérence. Donc, ce gouvernement n'a pas droit à l'échec. Quant au commentaire, c'est la structure ministérielle. Depuis une certaine période, on voit qu'à chaque remaniement ministériel, on voit un changement de composition des ministères. Des directions naviguent des ministères à d'autres, d'un ministère à l'autre. Cela crée une instabilité administrative, programmatique, financière, même des ressources humaines. Encore, cette réduction du nombre de ministères, il faudra être prudent parce que dans un pays où les défis sont vraiment, je dirais, nombreux, avec une intensité inouïe, il faut y aller plus loin parce qu'on peut se retrouver dans une situation où un ministre est submergé par les directions, un travail titanesque qu'il doit abattre, qu'il doit contrôler. Par exemple, le ministère de l'énergie, mines, commerce, industrie, tourisme, justice, droits de l'homme, justice sociale. Donc, il faut y aller prudemment. L'autre élément très important, c'est que parmi les 13 ministres, on voit que 10 sont entièrement nouveaux. Mais je dirais que c'est 11 nouveaux parce que 2 seuls restent dans le ministère. Mais 11 ministères ont des 2 directions nouvelles. Donc c'est du sang nouveau. Ça devrait être un atout. Mais par cette alerte, il y a des préalables pour que cet atout soit vraiment exploité pour créer une valeur ajoutée. Premièrement, il faut que chaque ministre fasse son introspection, se regarde dans le miroir sur sa capacité technique de comprendre les subtilités de son ministère. La complexité des dossiers exige une compétence technique. Deuxièmement, la moralité, le degré de moralité, c'est-à-dire amour du travail. Ne pas sombrer dans des comportements de bas étage comme les détournements des deniers publics, l'enrichissement illicite, petits soucis. Troisièmement, le leadership fort, capacité de mener les hommes, de faire face aux réformes, de piloter les réformes, le changement. Autre élément important, quatrième, c'est le soutien politique que le président de la République doit donner
à son gouvernement et lui accorder le plein pouvoir opérationnel et être tenu à résultat. Faire la séparation des tâches, l'orientation stratégique, le suivi, mais le pouvoir opérationnel doit être accordé entièrement au gouvernement et être tenu à résultat. Il ne faudrait plus qu'il y ait des interférences dont je vais évoquer, notamment les interférences liées aux généraux. On parle souvent des généraux qui ne veulent pas respecter la loi. Il faut évoluer. Ça, c'est un comportement vraiment qui nuit au développement économique d'un pays. Tout là où tu passes, on dit c'est un général qui parle, c'est un général qui parle. On dirait que la loi fuit. Quand le général apparaît, la loi, les lois de la République disparaissent. Ça ne peut pas être ainsi. Les opérateurs économiques qui nantis dans les richesses considèrent que les richesses leur permettent de faire tout, de s'arroger tous les droits dans l'impunité totale. Le parti au pouvoir, casser cette interférence entre les partis, les affaires du parti et les affaires de l'administration. Il faut complètement séparer. Quant aux défis, même en affaire de corps primaire, le carburant, l'inflation, les devises, les produits de première nécessité, manque de liberté économique, services publics, corruption, dans tous les services publics, éducation, santé, infrastructure, délabré, en plutôt alors que depuis le gouvernement. Vraiment, restaurer la culture de respect de la loi dans ce pays. Restaurer la culture de respect de la loi. Sinon, on sombre dans la... On dirait que c'est la loi de la jungle. Le fait que les hommes cohabitent pacifiquement, on sait harmonieusement au sein d'une société, c'est qu'ils doivent respecter la loi. Il faut qu'il y ait des lois pour créer l'harmonie sociale. On ne respecte plus la loi, c'est la loi de la jungle. C'est cela qui nous différencie des animaux. Réforme macroéconomique, dualité de taux de change, instabilité fiscale, les hauts taux qui tirent les taux, pression fiscale élevée, environnement des affaires, les infrastructures, concurrence déloyale, la justice, droit de propriété, qui parfois est bafoué, la liberté économique, le choix économique, la liberté économique, la lutte contre la corruption. On demande aux nouvelles autorités de déclarer leurs biens, de donner l'exemple, de respecter la Constitution. C'est une obligation institutionnelle. L'enrichissement, les conflits d'intérêts, la gestion des incompatibilités, les marchés publics, les codes de marchés publics sont des documents qui sont en congé. Le rétablissement de la coopération avec les partenaires. On ne pourra pas construire une infrastructure comme Didi Moulay Bressa coopération. Il faut quand même introduire certaines réalités. Retrouver la cohésion. Ce phénomène des réfugiés. Il faut clore définitivement le chapitre 2015. La réconciliation. Casser cette tendance de dichotomiser encore l'analyse politique des crises burundaises. Maintenant, chacun retourne dans son ghetto pour défendre génocide, selon ses sensibilités politiques, selon ses sensibilités ethniques. Rétablir la transparence électorale et la bonne gouvernance électorale pour au moins bien préparer les élections de 2027. Les droits de l'homme, limiter les arrestations arbitraires, la surpopulation carcérale, le rétablissement des relations diplomatiques dans les pays, avec les pays voisins, et pour renforcer le commerce transfrontalier, les affaires. Et encore une fois, nous demandons au nouveau gouvernement de se doter d'une feuille de route à partir d'une consultation large des intellectuels, des scientifiques, des experts, pour avoir une feuille de route. On ne peut pas travailler sans feuille de route si on veut réformer une société. Dans de telles situations comme le Burundi. Nous lui souhaitons courage et bonne chance.